Le voyage au bout de la nuit et Mort à crédit qui date de 1932 et 1936, et cela avec une préface d'Henri Mondor. La Bibliothèque de la Pléiade, donc, a fait paraître récemment les 3 romans écrits par Céline entre 1955 et 1961. Édition présentée, établie et annotée par Henri Godard, qui a pris soin, il a bien fait, de recueillir à la fin de passionnants entretiens avec Céline, et qui nous donne des notes critiques, environ 300 pages, notes sur la genèse des œuvres, la réalité historique transfigurée par Céline visionnaire, un visionnaire plus vrai que nature, enfin l'accueil de la critique et un vocabulaire argotique utilisé et adapté par Céline. C'est un magnifique volume. Donnons la liste des 3 romans publiés, et qui d'ailleurs n'en font qu'un seul. Il s'agit d'Un château l'autre, publié chez Gallimard en 1957, Nord en 1960, Rigaudon en 1961. C'est ce qu'on appelle l'œuvre allemande de Céline. D'Un château l'autre commence, comme Mort à crédit, par un préambule où Céline voit un bateau-mouche antique, presque tout en bois, la version moderne de la barque de Caron avec à son bord son ami, l'acteur Le Vigan. Puis Céline se retrouve à Meudon, entre sa famille, ses animaux, la misère, les rares clients du médecin Détouche et ses éditeurs qui, à l'époque, le tannent pour qu'il écrive quelque chose d'ébouriffant. Puis l'on passe à 1944, à l'évocation de la petite ville de Sigmaringen. Céline s'est réfugiée, prenant le wagon de la collaboration, il est parti en Allemagne, chargé de malles remplis d'objets hétéroclites, avec son chat Bébert dans une musette en bandoulière. Dans les poches, il a aussi un peu d'or et du cyanure, car il ne veut pas être pris vivant. Dans des pages d'une drôlerie acide, où le trait grotesque vise souvent bas, mais vise juste, Céline nous décrit le petit monde de la Révolution nationale. La cour de Philippe Pétain, le dernier roi de France, mêlée aux traditions des Hohenzollern, dont les vestiges couvrent les murs des salons. Ce livre est surtout un tableau étonnant de l'extravagance humaine, qui tient bon, qui tient le coup dans les pires cataclysmes. Alphonse de Chateaubriand, le directeur de la Gerbe, personnage boitillant à feutre tyrolien et à barbe de druide, qui continue d'amorcer sa bombe morale. Un évêque cathare qui cherche des disciples. Abetz, l'ambassadeur allemand en France, qui prévoit d'organiser, après l'occupation de l'Allemagne, un maquis brun en forêt noire. Un autre, Raoul Orphiz, qui veut faire un film sur Sigmaringen. Puis Céline, fuyant, l'avance alliée, part en wagon impérial à travers une Allemagne en ruine. Une Allemagne affamée, poussiéreuse, où tout le monde s'agite pour trouver le coin tranquille, pour essayer de survivre. Pour Céline, ce sera le Danemark. Mais ce voyage, genre train fantôme, avec force arrêt, mitraille et bombardement, qui conduira Céline, sa femme et Bébert à travers toute l'Allemagne, par Constance-Flensbourg via Berlin, ce voyage sera raconté dans le 3e roman de cette trilogie, Rigaudon, que Céline acheva juste avant de mourir. Cette édition représente un gros travail. Enfin, il y a une documentation, un appareil critique extrêmement scrupuleux, extrêmement riche. Ça représente beaucoup de temps, beaucoup de... Oui, ça représente 1 ou 2 années de travail avec 2 directions de recherche. D'une part, ce qui a pu être les expériences réelles de Céline, de manière à les comparer à ce qu'il en tire, l'image qu'il en donne dans le récit. Et d'autre part, la recherche des manuscrits et surtout des manuscrits antérieurs à la version définitive, quand ils existent, puisque vous avez vu que dans certains cas, j'ai pu retrouver jusqu'à 4 versions du texte, en tout cas pour un des romans qui est donné, c'est-à-dire D'un château l'autre, pour lequel on trouve une version antérieure, une version primitive, enfin du moins que je peux supposer être la version primitive, qui est une espèce de noyau, puis des fragments, j'ai pu recueillir des fragments d'une version intermédiaire, ou 2 versions intermédiaires, après quoi il y a une avant-dernière version, et puis le texte définitif, ce qui fait que pour certains passages, on trouve avoir beaucoup de leçons différentes, successives. Peut-on dire que
la réunion de ces trois romans pratiquement les soude l'un à l'autre et qui finissent par former une seule œuvre. Comme Oui. dans l'esprit de Céline, d'ailleurs, il formait un tout aussi. Oui, je crois que c'est l'effet principal de cette réunion. C'est pour ça que c'était souhaitable de faire ces trois romans avant d'autres, parce que ils ont été publiés dans des conditions qui étaient difficiles. Enfin, D'un château l'autre a été publié normalement, a eu un gros succès. Le second, Nord, a paru 3 ans après, et il a été presque immédiatement retiré de la vente, parce qu'il y a eu une opposition mise par des modèles de Céline, enfin que Céline croyait disparus, qu'il avait traités légèrement, enfin à sa manière, et qui se sont réveillés à Berlin et qui ont fait un procès. Donc il y a eu un arrêt de la vente de l'édition. L'édition n'a été remise en circulation, enfin le livre n'a été remis en circulation sous une forme différente, avec des noms changés que 4 ans plus tard. Et manifestement, ça a arrêté l'élan que pouvait avoir la vente du livre. Quant au dernier, c'est un volume posthume, Rigaudon. Il a été publié 8 ans après la mort de Céline, en 69. Il y avait eu des difficultés de déchiffrement du manuscrit, etc., de sorte que la continuité disparaissait. Enfin, pour beaucoup de lecteurs, au moment où ils ont reçu les livres, ils ont fait cette lecture, la continuité disparaissait. Et je pense qu'un des intérêts de cette réunion est au contraire de leur redonner, c'est ce que j'ai appelé la trilogie allemande, de leur redonner leur unité. Qui est profonde d'ailleurs, parce que Céline, dans le cours du texte, se réfère à d'autres volumes, au volume antérieur par exemple, sans jamais mentionner qu'il s'agit de volumes antérieurs. Pour lui, manifestement, ces 3 romans étaient destinés à créer un seul ensemble. D'un château l'autre. Pour parler franc, là, entre nous, j'ai fini encore plus mal que j'ai commencé. Oh, j'ai pas très bien commencé. Je suis né, je le répète, à Courbevoie, à Seine. Je le répète pour la 1000e fois. Après bien des allers-retours, je termine vraiment au plus mal. Il y a l'âge, vous me direz. Il y a l'âge, c'est entendu. À 63 ans et mèche, il devient extrêmement ardu de se refaire une situation, de se relancer une clientèle, ci ou là. Je vous oubliais, je suis médecin. La clientèle médicale vous à moi confidentiellement et pas seulement affaire de science et de conscience, mais avant tout, par-dessus tout, de charme personnel. Le charme personnel. Passé 60 ans. Vous pouvez faire encore mannequin, potiche au musée, peut-être. Intéresser quelques maniaques, chercheurs d'énigmes, mais les dames, hein. Le barbon tiré, 4 épingles, parfumé, peinturé, laqué. Épouvantail. Clientèle, pas clientèle, médecine, pas médecine, il écœurera. C'est tout cousu d'or. Encore toléré. Mais le chenu pauvre, à la niche. Écoutez un peu les clientes au gré des trottoirs et des boutiques. Il est question d'un jeune confrère. Oh, vous savez, madame, quels yeux, ce docteur. Il a tout de suite compris mon cas. Il m'a donné de ses gouttes à prendre midi et soir. Quelles gouttes! Ce jeune docteur est merveilleux. Mais attendez un peu pour vous qu'on parle de vous. Grincheux, édenté, ignorant, crachoteux, bossu, votre compte est réglé, le babil des dames est souverain. Les hommes torchent les lois, les dames s'occupent que du sérieux, l'opinion. Une clientèle médicale est faite par les dames. Vous les avez pas pour vous? Sautez-vous noyer. Vos dames sont débiles, mentales, idiotes à bramer. D'autant mieux. Plus elles seront bornées, butées, très rédhibitoirement connes, plus souveraines elles sont, rengainez votre blouse et le reste. Le reste? On m'a tout volé à Montmartre. Tout. Rue Girardon, je le répète. Et je ne le répéterai jamais assez. Fais semblant de ne pas m'entendre. Juste les choses qu'il faut entendre. Je mets pourtant les points sur les i. Tout. Des gens, libérateurs, vengeurs, sont entrés chez moi par effraction. Ils ont tout emmené aux puces, tout fourgué. J'exagère pas, j'ai les preuves, les témoins, les noms.
tous mes livres et mes instruments, mes meubles et mes manuscrits, tout le bazar, j'ai rien trouvé. Pas un mouchoir, pas une chaise. Vendu même les murs, le logement, tout soldé. Mais vous dites roman, nous disons roman. Est-ce que... Enfin, que recouvre exactement ce terme de roman? Oui, je crois qu'il est important, enfin il est certainement voulu par Céline et il est important parce que il y a en un sens, c'est toute une part de l'art de Céline arrivée dans ces dernières années, dans la mesure où il y a cette ambiguïté entre une volonté affichée d'écrire une autobiographie et en même temps il la qualifie de roman et il joue en un sens sur les deux tableaux, c'est-à-dire il se donne tous les droits de la fiction, en ce sens qu'il change autant que possible tout ce qu'il veut changer dans l'expérience réelle, dans des sens d'ailleurs très, très précis et tout ce qui gouverne son imagination. Mais en même temps, il donne, par exemple, les noms réels des personnages. C'est ce qui a produit l'interdiction de Nord. C'est ça, les difficultés et bien d'autres, enfin, bien d'autres petits problèmes. Il y a là une espèce d'ambiguïté extrêmement profonde et qui tient à la nature la plus profonde de son entreprise, je crois. Une fois toutes ces recherches faites, enfin, est-ce qu'on peut juger, enfin, la part du témoignage et celle de la fiction dans l'ensemble, disons? C'est très difficile et c'est très... ça se présente... Enfin, le problème est différent pour chacun des trois romans. Il y a manifestement... Pour le premier, par exemple. Oui, eh bien, vous savez, ça a créé des difficultés à Céline, même parmi les gens qui se trouvaient à Sigmaringen, ou les gens qui, comment dirais-je, étaient autour du gouvernement ou du pseudo-gouvernement et autour de Pétain ou des partis de la collaboration réunis à Sigmaringen, parce qu'ils estimaient que Céline avait donné une image fausse et caricaturale de leur situation, enfin de ce qu'ils étaient à Sigmaringen. De la même manière pour Laval, pour Bichelon, etc. Donc il y a indistinctement un aspect de témoignage qui est évident, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui soit entièrement inventé, et beaucoup de choses sont justes, mais disons qu'elles sont justes, ou non pas exactes si vous voulez, mais vraies au second degré, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de vérité seconde ou de vérité poétique, parfois peut-être plus vraie que l'exactitude, mais enfin, on ne peut jamais prendre les choses au pied de la lettre. Hein, c'est plutôt la vision d'ensemble ou l'atmosphère ou l'esprit de ce qui pouvait exister, par exemple à Sigmaringen, qui se trouve effectivement bien rendu, peut-être mieux que ne le serait un témoignage authentique, mais enfin, qui n'est pas un témoignage au sens précis du mot. Et vous savez, j'ai cité un témoignage d'un des protagonistes, enfin, à qui on demandait, qui était l'ancien ambassadeur nazi en France, à qui on demandait ensuite si telle scène avait existé, et qui répondait que, en réalité, elle n'avait pas existé, il n'avait jamais invité Céline à dîner au château, comme Céline le raconte, mais que cette scène lui paraissait plus vraie que la réalité, enfin, que ses souvenirs. Il faut dire que Céline se trouvait, disons, dans une situation de porte-à-faux. D'ailleurs, on peut dire qu'il s'y trouve encore lorsqu'il écrit son livre, puisque les trois livres, enfin, sont écrits sur deux niveaux, disons, se réfèrent à deux époques différentes, enfin, l'époque qui est racontée et puis l'époque où Céline raconte. Les ennuis de Céline, disons, à la Libération prennent une grande place, mais on peut dire qu'il a eu autant d'ennuis, sinon plus, en Allemagne. Oui, il y a une volonté délibérée chez lui de ne pas donner un pur et simple récit du genre image de Sigmaringen en 1944. C'est-à-dire qu'il y a la volonté de mêler constamment, de faire intervenir constamment ce qu'il est au moment où il écrit et éventuellement les expériences qu'il a vécues entre le moment où il a vécu du récit, enfin l'action, et le moment où il écrit. Et il y a cette volonté de ne jamais s'en tenir et de ne jamais faire un récit un récit qui soit composé ou qui soit d'une seule venue et qui donnerait une image cohérente et suivie, si je puis dire, de Sigmaringen en 44 ou 45, enfin 44. Effectivement, il y a toute cette volonté de ramener le présent, et il le dit à un moment dans ses romans, il dit... il est conscient que ses aventures passées, c'est-à-dire celles des 9 mois passés en Allemagne
représente quelque chose de plus pittoresque pour le lecteur que le reste, et il est conscient qu'en un sens, le lecteur attend cela, attend la suite de ses aventures, mais il y a en même temps un sens du présent chez lui qui est très fort et qui s'accentue au moment, en particulier dans les dernières années, puisque c'est les années juste avant sa mort. Rigaudon a été achevé la veille de sa mort, et une espèce de sens d'urgence qui fait qu'il dit à un moment, vous avez vu peut-être dans le texte de Rigaudon, il dit c'est bien beau de parler du passé, mais il faut quand même que je dise ce que je suis en ce moment. Enfin, il y a une espèce d'urgence qui vient à tout moment faire une espèce de contre-courant par rapport aux aventures passées. Rigaudon. Figurez-vous qu'à ce moment, nous nous rejoignîmes. Les poursuivants en pleine colère, et leurs 4-5 chariots bourrés, et nous les fuyards, à cause d'un balcon tombé au beau milieu de la rue, obstruant tout, une maison encore debout, pas entièrement que la façade, mais quel balcon, fer forgé. Je l'avais pas vue de loin, cette maison. Beaucoup dire, maison. La façade et les murs d'une cour, au moment juste, je disais ça, ça y est, nous sommes faits, ils nous dépaissent. Flac, d'une bombe. Pas une petite, une énorme, avec claboussure et raoum. Une autre plus près. Panique, sans doute. Chez nous, les nôtres, et chez les autres, les poursuivants. Je dis, je crois, je sais pas, je suis forcé d'imaginer, je ne sais plus. Défaillir. Pas beaucoup mon genre. Mais là, endormi, je dirais, un peu mal et du sang au cou. Je dégouline, oui, le sang du cerveau. Non, du cervelet, je crois. Enfin, la région, je précise, je peux dire. Je fais tout ce que j'ai pu pour rester lucide. J'ai encore pensé à Lily et à Bébert. Mais comme ils étaient partis ailleurs, déjà loin, moi aussi encore plus loin, à l'autre côté. Tout ce que je peux honnêtement me souvenir de cette bombe aussi, tombée où? Cette rue obstruée, ces fondrières et toute cette ferraille. Il y a bientôt 27 ans. Je me dis, Lily, je te retrouve, t'es là, Bébert aussi. Oh, mais les sirènes, que de sirènes. Autant qu'à Berlin. Ici, il devait avoir fini, assez ratatiné tout. Enfin, à peu près, ou alors... Hein, ouh, alerte encore. Un bout de clair de lune à l'autre, j'oubliais de vous dire. Je faisais un de ces clairs de lune. Ouh, braum, des bombes, oui. Elles pouvaient écraser quoi? Tiens, et Felipe, où il était? Je demande à Lily. Et c'est lui qui me répond, Felipe. Je l'avais pas vu, pas loin pourtant, là, à 2 pas. Vous avez attrapé une brique? Il m'apprend, je sais pas, mais j'ai bien mal, au même endroit, entre tête et cou. Felipe se trompe, c'est la brique qui m'a attrapé entre tête et cou. Il confond, il faut dire que j'avais déjà mal entre tête et cou. Je pourrais me relever, je crois, c'est le principal. Nous devons sûrement aller plus loin, plus haut. Non, c'est pas fini. Test et de sud surtout. Et des flammes, flammages plutôt, et plus loin que l'horizon, feu girouettant. Je vous ai fait voir. Feu de chaque décombre jaillissant plus haut, puis retombant. Comme l'œuf sur le jet, vous savez. Mais là, en vert, en rouge, ils doivent consumer je sais quoi, des races de bûcher. Qu'elles soient revenues, enfin je veux dire les forteresses pour tisonner les brasiers morts et larguer je sais combien de mines, milliers, je comprends plus. Il faut que ces gens-là soient riches à plus savoir. Ah, que ça les amuse, et quel éclairage. La vraie pleine lune d'opéra, en plus des pinceaux de la passive, plein phare sur les nuages. Vraiment la féerie, hein, le spectacle, pas à regretter. Oh, j'ai vu le bombardement de Renault à Issy, 43. Je connais les tornades tropicales, Cameroun, 18. Combien de cas j'ai vu s'envoler, et pas des petites, des énormes, comme ma maison, dans les éclairs, je sais plus, pleine de camelotes, mais à côté de ce retour en force des forteresses. Et de ces dégelés de mines, c'était faible, dans un autre genre bien mémorable. J'ai vu ce qu'on ne reverra jamais.
Les grandes manœuvres de cavalerie, 1913, du camp de Sercotte, déploiement, mouvement tournant, fourrageur, 7 divisions, à la trompette. L'héros de l'avenir sera envoyé immobile, ficelé au poteau, bâillonné, lancé dans la stratosphère. On aura juste le temps de faire pipi, tour de la terre et hop, chez lui. Plus fera de tour, plus sera héros. Maintenant là, revenons aux faits. Sur le remblai où nous sommes, on peut y voir comme en plein jour, clair de lune ardente, si j'ose dire. Soleil bien calme de fin d'automne. Non, mais une petite variété. Ci et là, shrapnel au nuage et entre, bouquet d'obus. Vraiment le grandiose panorama, selon moi. Et tout ceci dans la musique. Je cherchais un air, un accompagnement, et je demande à Lily... T'entends rien? Si. Elle entend les sirènes. C'est tout. Moi seul, alors, cette musique. Felipe, il écoute. Il n'entend pas de musique non plus, mais que des dégelés de mines et plein de sirènes. Mais comment se fait-il? Moi, pourtant, pas musicien du tout. Il me passe des airs, je dirais même des airs somptueux, ouais. Mais musicien, c'est autre chose. Je saurais si j'étais... En tant d'années, forcément. Vous avez entendu beaucoup, grands et petits concerts. Je serais homme du monde, je ferais autorité. Je donnerais des avis du tonnerre. Je serais invité chez l'agent de change, mais là, n'est-ce pas, je sais ce qu'il en est. Qu'un écho m'arrive, une moindre corde de ci, de là. Et il me sort de ces réminiscences. Plein, comme le vieux crapaud se couvre de pustules si vous l'effleurez le moindrement. Là, choqué, suis ébranlé, je peux dire. Je dis rien, mais j'ai du sang, plein la bouche et plein ma chemise et mon pantalon. Et Felipe m'a dit, une brique. C'était une brique. Oh, allez, va pour la brique. Au moment du méli-mélo où les poursuivants nous rejoignaient, les 6 chariots bien décidés à nous faire payer notre avance, l'explosion avait tout rompu, enseveli tous ces enragés sous 5 étages et demi de briques. Pourquoi pas moi? Une. Ce que notre Philippe avait vu, nous étions placés de même, merveille que moi seul ai pris. Et je dois dire que je ressentais certains troubles. Pas que de la brique, de ce nion entre le crâne et le cou, d'aussi de plus haut vers l'oreille gauche, pas trouble illusoire, constaté très médicalement avec 2 ou 3 contre-expertises dès 1916 et plus tard au Ries Hospital, Copenhague, le crâne et le rocher en vilain état. Dieu sait si j'ai l'habitude. Sifflet, tambour, jet de vapeur, bien. Mais un air maintenant, et je le dis, somptueux. Somptueux comme le panorama. Un air, je dirais, symphonique, pour que cet océan de ruines folichonne, houle de flamèches, roses vertes et petits bouquets crépitants, les âmes des maisons, loin, très loin, dansantes. Je préviens Lily. Bouge pas, je l'ai. Mais je bouge pas, voyons. Mais toi, t'as mal. Oh. Je veux pas parler de ma tête. Un adaptateur qu'il me fallait tout de suite. Je n'avais que des réminiscences et par bribes, grotesques, pas d'air grandiose sans contrepoint. Le troisième roman contenu dans ce volume de la Pléiade, c'est Rigaudon. Le récit se situe chronologiquement entre les 2 premiers livres. Oui, c'est même plus compliqué que cela. Il se présente comme un seul voyage circulaire tout autour de l'Allemagne, puisqu'on part de Rostock, c'est-à-dire de toute l'Allemagne du Nord, de ce port sur la Baltique. On descend en Bavière, au sud de l'Allemagne, à Sigmaringen, et de Sigmaringen, il remonte vers le nord, cette fois-ci non plus du côté de l'Est, mais plutôt un peu à l'ouest, puisqu'il rejoint Hanovre, Hambourg, et qui passe la frontière du Schleswig pour arriver à Copenhague. Il y a donc une espèce de voyage circulaire à travers l'Allemagne. En réalité, ça représente, et là encore c'est une des ruptures avec la chronologie, ça représente une distorsion par rapport à son expérience, parce que la première moitié de ce voyage, celle qui est du nord au sud, elle se situe, comme vous le disiez,
entre les expériences de Nord, disons, et les expériences D'un château l'autre, puisqu'il apprend au début qu'il y a un résidu ou un embryon de gouvernement français à Sigmaringen, et il décide d'y aller. Bon. Mais la seconde moitié du roman, c'est-à-dire le voyage sud-nord, lui se situe après Sigmaringen, puisque c'est après les 4 mois en mars 45, c'est-à-dire après les 4 mois passés à Sigmaringen, qu'il obtient le permis pour de nouveau tenter sa chance pour passer vers le Danemark, et à ce moment-là, il essaye par Hambourg. Il arrive à donner une unité à une espèce de cercle fait en chemin de fer dans ces trains apocalyptiques à travers l'Allemagne, mais cette unité représente la mise bout à bout, au point de vue chronologique, de 2 segments différents de son expérience. Céline n'est pas seule dans son voyage, il y a sa femme, il y a le chat, il y a le Vigan, qui s'appelle la Vigue dans Oui, la trilogie. il y a manifestement pour lui une espèce de besoin de ne pas être seul, d'être accompagné, d'avoir des compagnons dans le voyage. Alors, il y en a 2 qui sont constants, qui sont d'une part sa femme Lily et d'autre part son chat Bébert. Et puis, il y a un 4e personnage, un 4e compagnon, qui est pendant jusqu'à peu près à la moitié de Rigaudon, qui est la Vigue, et puis qui ensuite change, puisque c'est cet Italien rencontré qu'il nomme Felipe. Mais il y a là quelque chose de très nécessaire pour Céline que d'avoir des compagnons de voyage, en fait, que le voyage se fasse en groupe. Lily, j'ai la fièvre, et toi? Et vous, Philippe? Il y a de la tremblote. Je sais pas de qui, mais d'un de nous. Pour mon cas, il y a du paludisme en plus de la circonstance. Plus tard, un peu plus tard, j'approfondirai l'aspect clinique, mais bon, cette plateforme bouge, oui. Bon, je me disais, nous étions partis, sans du tout nous être aperçus. Démarrer bel et bien à Nous Roulions, hein, le paysage charmant, enfin un peu flou, je dirais poétique. Les autres trimballés derrière nous, les autres plateformes doivent trembler aussi. Je les aperçois comme ci, comme ça, entre les bâches et les projecteurs. Ils semblent, comme nous, recroquevillés et pas fiers. Ils sont un peu plus vêtus que nous, enfin je crois. Mais sûr, il en reste sous les bâches. C'est pas tout du matériel. Il y a des planqués de la ferraille, des resquilleurs de je ne sais où. Les gens qui veulent pas être vus. Nous sommes là à brinque-baller sur ces plateformes avec plein de personnes invisibles. Coexistence, dit maintenant, en abandon, coexistant. Que nous roulions, l'essentiel, même avec ces dissimulés, nous arriverons à Hambourg, à moins que ce train saute. Ce qu'on ne voit pas, qui compte dans la vie, ce qui se voit s'entend n'est que mascarade, coup de gueule, théâtre, ce qui se passe au fond de votre prostate qui est intéressant. Ce millionième de gamètes qui décide qu'il y en a assez, qui n'obéit plus aux ordres, qui va travailler pour son compte, foutre des marquises et du petit ami. Il va proliférer et hop, vite pour lui. Lui-même. Vous à la fosse. Hop. Voilà. Vous le verrez jamais, ce millionième d'anarchiste gamète crasseux, cancéreux. Vous sauriez même pas qu'il a existé. Et là, si je prolifère, je vous perds de vue. Oh là, à créer, battre la campagne, je vous ai prévenu, certes. Ma tête fait aussi les siennes. Oh, que je refuse. Je vous ramène à notre plateforme roulante, à tout cet énorme bastringue et à tous ces gens repliés entre les dynamos. Voilà, pas à plaindre, on avance. Sous ces bâches qu'il y a du monde, j'insiste. Qui vivra, verra. Henri IV alors, Romanov, Louis XV. Ils vivaient pas, mais très bien, leurs assassins, sous toutes les portes, à tous les coins de rue. Ces choses-là, comme vous savez, regardent les parcs, pas du tout nous. Résumons. Ce coup de briques m'a pas arrangé, soit. Mais nullement déprimé, du tout. Je dirais même, au contraire, porté à une certaine gaieté. Un peu spécial, ainsi les chaumières me semblent devenues assez artistes. Des deux côtés du paysage, je dirais qu'elles font tableau, elles penchent et gondolent sur tous les cheminées. C'est une vision, c'est un style. Ma tête y est pour quelque chose, certainement. La brique, je demande à Lily, non? Elle voit rien gondoler, j'en parlerai plus.
Question fumée, nous sommes servis. Suis le nuage habituel. Nous sommes pas loin de la machine, mais rien comparable à nous traverser les tunnels, les dessous du Harz. Ici, c'est de la plaine. Et puis d'autres prairies. Et je vous dis, pas d'alerte. On entend bien quelques escadrilles passer très haut, mais rien vers nous. Vers notre ribambelle de plateforme. Je crois encore un coup, nous valons pas la peine d'une bombe. Ça nous est arrivé souvent, finalement, de ne pas valoir la bombe. Tout de même, j'avais écopé, mais que par ricochet, une brique, selon Philippe. Une chose pas douteuse, j'avais la bouche pleine de sang et du sang frais, pas du caillot, qui me venait d'où? Tout doucement, l'oreille interne. Je pensais, enfin je pense encore, et ce mouvement de gaieté en même temps, subit, il n'y avait pas beaucoup de quoi être gai. Sinon que nous roulions vers Hambourg et vers plus haut, plus haut. Il y aurait peut-être un moyen beaucoup plus haut. Vous êtes sujet à une idée bien fixe. Vous n'êtes plus à plaindre. Les autres pensent pour vous. À tout, s'épuisent à quantité de choses. Et que c'est affreux. Parce qu'ils sont sexuels, esclaves, automobilistes, casuistiques, alcooliques, plurisexuels, boulimiques, baffreurs d'excréments, désordonnés à rendement fou. Moi-même là, si astucieux, n'empêche que j'ai sorti un de ces numéros tombola, que je suis empoissé au trognon et qu'après plus de 20 années, je me demande encore comment j'ai pu. Bien. Vous en avez assez de m'entendre. Vous voudriez que j'aboutisse. Certes, je vous comprends. Mes histoires de briques et d'oreilles vous excèdent, eh ben j'abrège. Ce train des plateformes avançait, sans incident. Le ballast devait être réparé, un petit cas à peine, peut-être. Mais il faisait trop frais pour dormir. Seul inconvénient de ces plateformes, il y avait à regarder le paysage comme ça, 1 heure, 2 heures. Toujours le même. Des fermes sous chaume, dans les prés, beaucoup de brume. Bah, je dois dire, personnel, cette chemise qui me colle au dos, je suis sûr, je saignerai encore. Et aussi dans mon pantalon, veuille ou non, froid ou pas, j'ai dû m'endormir. Preuve, je croyais pas voir ce que je voyais quand j'ai ouvert les yeux, là. Grand, notre train était arrêté, il y avait devant nous une sorte de montagne de ferraille, et peut-être 100 mètres en plein champ, et tout en haut, une locomotive à l'envers. Perchée. Et pas une petite, je vous dis, hein. En l'air, à l'envers, les 12 roues, je les compte. Et je les recompte. Ça devait être une explosion, je dirais, volcanique. Il avait envoyé à Dash, perché, tel quel sur le dos, soufflé au sommet. Pas sur ma tête, mes impressions, puisque je voyais tout drôle. Alors je demande à Lily, à Philippe, oui... Exact, il voit aussi cette locomotive ventre en l'air, oui. Ça aurait pu nous arriver, évidemment, pas une fois, 100 fois, nous et notre façon de zigzaguer à travers l'Allemagne. Tout de même, cette loco là-haut, si haut et à l'envers, comme Saint Thomas, je crois ce que je vois. Vous voyez, Thomas, touché. Puisque ce train, toutes ces plateformes et Saint-Frusquin étaient à l'arrêt, ça risquait rien d'aller se rendre compte. Je veux dire de ce phénomène, ce monde ferraille et la loco, tout à la crête, je propose à Lily et à Philippe, c'était pas très audacieux, il y en avait d'autres dans cette plaine, descendus comme nous des plateformes pour aller se rendre compte de visu des familles de toutes les langues, en loc aussi, mais tout de même plus recouverts que nous, en rayon. Mais les épaisseurs... Nous, c'est le contre-coup de l'explosion qui nous avait éprouvé, on peut dire, presque arraché tout. Et tout de même du mystère avec cette loco perchée en haut de la ferraille, comme ça avait pu se produire. Une éruption dans cette prairie. Une bombe aurait pas suffi à projeter. Et à l'envers, un monstre pareil. Le volume comporte aussi l'interview de Céline, enfin qui a été publiée en disque. Et il me semble que c'est dans cette interview que
Céline prend aussi l'exemple de Van Gogh. Et on peut se demander enfin si les livres de Céline, par un certain côté, ne s'apparentent pas plus, disons, à un art visuel, à la peinture, peut-être même au cinéma, qu'à la littérature contemporaine. Il y a, de sa part, il y a une conscience très nette d'une sorte d'identification avec, non pas n'importe quelle peinture, mais un type de peinture très particulier qui est l'impressionnisme. Et ça, c'est également une référence qui revient constamment dans ses interviews, dans ses propos, à savoir ce qu'il fait représente par rapport à la tradition littéraire, romanesque, telle qu'il la trouve en 1930, une rupture aussi flagrante que l'impressionnisme pouvait l'être par rapport à la peinture en atelier auparavant. Alors, voilà, moi, pour tout dire, je regarde les romans de mes contemporains, je dis que ça signifie déjà du travail, mais du travail inutile. Voilà ce que j'en pense. Et alors, parce que ils ne sont pas à la mesure de l'époque, ni dans le ton de l'époque. Et le ton de l'époque, eh ben, mon Dieu, c'est un ton où il faut tenir compte que le roman, puisqu'il s'agit de roman, puisque c'est là-dessus qu'on me demande de donner ma pensée, le roman n'a plus la mission qu'il avait. Il n'est plus un organe d'information. Du temps de Balzac, on apprenait la vie d'un médecin de campagne dans Balzac. Du temps de Flaubert, la vie de l'adultère dans Bovary, etc., etc. Maintenant, nous sommes renseignés sur tous ces chapitres, énormément renseignés, et par la presse, et par les tribunaux, et par la télévision, et par les enquêtes médico-sociales. Oh, il y a des histoires. Il y en a, avec des documents, des photographies. Oh, mais il n'y a plus besoin de tout ça. Je crois que le rôle documentaire et même psychologique du roman est terminé. Voilà mon impression. C'est une impression. Et alors, qu'est-ce qu'il lui reste? Il lui reste pas grand-chose. Et il lui reste le style, et puis les circonstances où le bonhomme se trouve. Proust, évidemment, se trouvait dans le monde. Il raconte le monde, n'est-ce pas? Ce qu'il y voit, et puis enfin, les petits drames de la pédérastie. Bon, très bien, bon. Mais enfin, quand il s'agit de se placer dans la ligne où vous place la vie, et puis de ne pas en sortir de façon à recueillir tout ce qu'il y a, et puis de transposer en style. Alors, question du style. Bon. Alors, le style, je le trouve, le style de tous ces trucs-là, ils sont dans le même ton que le Bachot, dans le même ton que le journal habituel, dans le même ton que les plaidoiries, dans le même ton que les déclarations à la Chambre. C'est-à-dire, c'est un style verbal, éloquent peut-être, mais en tout cas, certainement pas émotif. Or, je les regarde comme les impressionnistes devaient regarder les peintres de leur époque, qui leur rendaient bien. Évidemment que l'impressionnisme, et quand il regardait une église d'Auvers par un peintre de l'époque, un bon peintre de l'époque, évidemment ce n'était pas du Van Gogh. Et lui, l'autre disait, mais c'est une horreur, c'est un malfaiteur, et il faut le tuer. Voilà exactement ce qu'il pensait. Et il pense encore ça de mes livres, évidemment. Il est certain qu'il y a chez lui un art de l'image qui est très, très évident et qui impose un certain nombre de tableaux au fur et à mesure. Le récit se déroule par grandes scènes qui pourraient recevoir une illustration. Quant au cinéma, vous savez sans doute qu'il y a eu plusieurs projets dont il a été question dans la presse de mise au cinéma, enfin de transposition au cinéma de plusieurs romans de Céline. Il y en a encore actuellement en chantier. Mais il semble que ce soit quelque chose d'extrêmement difficile quand même de passer de cette prose à la transposition visuelle que représenterait le cinéma. Il existe même un début de transposition par Céline lui-même du Voyage au bout de la nuit, où il essaye de trouver ce que pourrait être, ce qui pourrait donner dans le langage du cinéma l'impression équivalente à ce qu'est le début du Voyage au bout de la nuit écrit. Lui-même désirait beaucoup ces transpositions cinématographiques. Le fait est que jusqu'à présent, elles n'ont pas encore pu être menées à bien. Enfin, personne ne s'est senti, ni du côté adaptateur, ni du côté metteur en scène. Pour l'instant encore, personne n'a entrepris de faire cette transposition. D'un château l'autre. Ça va faire 64 ans que je fais du hardi petit.
pas de mie. Pourtant, c'est encore le moment. La poubelle, et hardi petit, de chez moi à la route, c'est bien 200 mètres. Je dois dire en descente. Je la porte à la nuit, qu'on ne me voit pas. Je la laisse à la route. On me les fauche. C'est bien 10 poubelles qu'on me barbote. Non, il n'y a pas que les épurations. C'est tout le temps la fauche, surtout et partout. En plus, je me fais un tort énorme de porter moi-même les ordures. La preuve, on m'appelle plus docteur seulement. Monsieur. Bientôt, ils m'appelleront vieille cloche. Il m'attend un médecin sans bonne, sans femme de ménage, sans auto, et qui porte lui-même ses ordures, et qui écrit des livres en plus. Et qui a été en prison. Vous pouvez un peu réfléchir. En attendant, réfléchissant, si vous m'achetiez un livre ou deux, vous m'aideriez. N'en parlons plus. Mais le fait qui me pousse à la haine, hors de moi, précisément sur cette route, les autos, elles n'arrêtent pas. Là, vous pouvez voir la folie, la trombe vers Versailles. Cette charge des autos, semaine, dimanche, comme si l'essence était pour rien, auto à la une, 3, 6 personnes, coiffrées, pensus, rien à foutre, 320 morts le dimanche, 318 le dimanche la veille, on s'en fout, parbleu, rien à foutre, mais où qu'ils vont tous, pâtés, baffrés, pire. Parbleu, plus, déjeuner d'affaires, ouais, voyou, voyage d'affaires, rote d'affaires, rara, ouh, que c'est pitié, moi qu'on a volé 3 poubelles. Il y a des milliardaires en colère que leur moteur éclate pas, m'éclaboussent, et mes poubelles, hein, mes poubelles. Tout rotant de canards au navet, plutocrate, poujade, communiste. Rotant, pétant, plein autoroute, l'union des canards au navet, 130 à l'heure. Plus pétant, rotant pour la paix du monde que tous les gens qui vont à pied. Canard historique, relais historique, menu historique. Vous sortez de table. La façon tellement enivrante. Château Trempette 1900, paf. C'est pur miracle, pichenette, que vous défonciez pas le remblai. L'érable, le peuplier avec, et votre direction, et le volant, vlan, 2000 peupliers, autopunitif en diable, que diable, frein puant, frein flambant, tout l'autoroute et le tunnel, joyeux, dris, ivre, doublant, triplant, s'engouffrant, le délire, la ferveur, que c'est, ouah, Château Trompette 1900. Pierre Cipriot a consacré un livre des voix aujourd'hui à Céline à l'occasion de l'apparition de ses romans, tome 2 aux éditions de la Pléiade. La réalisation était de Jean-Pierre Collas qui s'est entretenu avec Henri Godard. Les textes étaient lus par Jean-Pierre Joris et vous avez reconnu parfois la voix de Louis-Ferdinand Céline. Chef opérateur du son Bernard Galli, collaboratrice technique Jacqueline Duchamp, assistant de production Pierre Baudin. Vous retrouverez demain Céline à un livre des voix. Aux éditions Gallimard, dans la bibliothèque de la Pléiade, cette édition est remarquablement présentée, comme je vous le disais hier, par Henri Godard. Dans le deuxième roman de cette trilogie, puisqu'il y a 3 romans dans ce livre, dans le deuxième roman, donc, Nord, nous retrouvons Céline avec sa femme, Lily, et son chat Bébert, et son ami le Vigan, dit la Vigue. Nous la retrouvons avant leur installation à Sigmaringen, au Breckner Hotel de Baden-Baden. Nous côtoyons toute une humanité jusque-là préservée par la guerre et qui essaie dans cet hôtel de vivre encore en vase clos, de tenir encore un peu son standing et ses illusions, et cela pendant que l'armée von Rundstedt essaie de refaire en décembre 1944 la stratégie qui a si bien réussi à Guderian en 1940, c'est-à-dire la percée des Ardennes. Il y a là, à Baden-Baden, de hauts fonctionnaires nazis, des maîtres de forge, des PDG de la Ruhr, des collaborateurs en exil, tout ce beau monde entouré de déserteurs, de prisonniers, de réfugiés de l'Est, de maraudeurs, de prostituées de Berlin. À Baden-Baden, les Céline rencontrent une amie, Madame Van Stook, si accueillante qu'elle leur fait croire
qu'ils vivent un peu de temps à Coblentz, à la cour des princes exilés pendant la Révolution française. Survient l'attentat contre Hitler, et pendant quelques jours, l'histoire hésite. Tout le monde fête l'événement, la mort du criminel de guerre, en participant à une séance érotico-mystique. Le lendemain, on déchante, c'est le départ pour Berlin sur ordre de la chancellerie du Reich. Suit une étonnante description de Berlin en ruine. Berlin où le professeur Obolt accueille Céline et l'installe à 100 km au nord-ouest de la capitale. C'est Kranzlin, un vaste domaine où vivent en se surveillant les uns les autres et dans la terreur, des Hobros, des Polonais, des Russes déportés, des prisonniers, des objecteurs de conscience, des gendarmes, des SS. Les journées se passent à chercher ce qu'on pourra bien manger le soir. Puis, après un passage de Romanichel, qui donne un spectacle, 3 personnages importants sont assassinés. Arrive un général médecin qui glose sur la campagne d'Hitler en Russie et délivre finalement un laissez-passer à Céline pour Rostock, sur la côte baltique. Nord est un roman étonnant, fourmillant d'individus, de portraits cocasses, de conversations parfaitement délirantes dans le contexte où elle se place, et de pamphlets céliniens sur la situation de l'écrivain en 1957, quand Céline écrit ce roman, et qu'il a repris pied dans la vie littéraire française avec D'un château l'autre, qui a fait le même bruit dans le Landerneau littéraire que Voyage au bout de la nuit en 1932. Peut-on dire que Céline, je sais pas, prenons celui D'un château l'autre, pour c'est peut-être plus facile de situer, est très différent de celui du Voyage au bout de la nuit. Comment, probablement pas. Son art, son discours narratif, sa manière de raconter les histoires et son style, eux, ont beaucoup évolué. Comme homme, il y a quelque chose qui est fondamental, une identité, une permanence fondamentale et qui sans doute recouvre, enfin, est plus importante que les différences de détails. C'est ce sentiment d'être traqué, d'être aux abois, d'être poursuivi par le monde entier et constamment d'échapper au mauvais sort qu'on veut lui faire, que tout le monde veut lui faire. Et ça, je crois que c'est constant, c'est vrai en particulier dans le tout début du Voyage au bout de la nuit, où on voit Bardamu ainsi pourchassé dans la guerre, et c'est vrai de nouveau pour Céline pendant la Seconde Guerre mondiale. Et l'art de Céline? À l'art de Céline, alors oui, là c'est quelque chose de très différent, c'est quelque chose qui évolue beaucoup et d'une manière très cohérente. J'espère que c'est quelque chose qui apparaîtra de plus en plus, à la fois sur le plan de la technique du récit et sur le plan du style. Il a souvent dit, pour prendre ce dernier point sur le style, il a souvent dit qu'il n'était pas, avec le recul après la guerre, il estimait que le Voyage au bout de la nuit, dont le style avait pourtant fait scandale en 1932, était encore un style, il allait jusqu'à dire un style très académique, que pour lui ça ne marquait pas du tout assez la rupture avec l'écriture académique, l'écriture, ce qu'il appelait le français écrit, le français bachot, le français plaidoirie, le français exposé, enfin il avait toute une série d'expressions. Alors de ce point de vue-là, il y a une très grande évolution dont on voit le terme ici, c'est-à-dire une évolution dans la désarticulation de la phrase, dans l'obtention d'effets à partir de création de mots ou à partir d'emprunts à des registres de langues différentes. De ce point de vue-là, il y a une grande évolution. Et il y a évolution aussi dans la technique romanesque, enfin dans la présentation, dans la mesure où Bardamu, le Voyage au bout de la nuit, est encore une sorte de roman traditionnel. C'est un roman à la première personne, mais enfin c'est un roman traditionnel avec un héros, Bardamu, distinct de l'auteur, etc. Et il y a une espèce d'évolution constante dont également on voit le terme dans ces 3 romans, qui est une évolution qui amène à faire que Céline s'engage lui-même de plus en plus en tant que Céline dans ses romans, puisque constamment on le voit interpellé par des témoins sous le nom de Céline, et tout son passé, tel qu'il est connu dans la notoriété publique, apparaît. Il y a donc une espèce de volonté de ne pas laisser le récit se dérouler tout seul, mais en même temps d'y greffer le narrateur. Donc le deuxième volet de ce triptyque, c'est Nord. Est-ce qu'on pourrait un petit peu
situer enfin l'action de Nord par rapport à celle d'un château l'autre et par rapport à celle de Rigaudon? Oui, eh bien, il faut commencer par rétablir l'ordre chronologique, hein, puisque en réalité, d'un château l'autre, enfin le séjour de Céline à Sigmaringen se situe après le séjour dans le Brandebourg, à Berlin et dans le Brandebourg, dont il est question dans Nord. Donc il y a une espèce de rétablissement chronologique à faire. Alors Nord représente les aventures, enfin la transposition des aventures, de ce qu'a vécu, d'expérience de Céline, entre le moment où il est entré en Allemagne et le moment où il va aller à Sigmaringen. C'est-à-dire, ça représente son séjour à Baden-Baden, dans cet hôtel avant et pendant le coup d'État, enfin la tentative de coup contre Hitler du 20 juillet. Ça représente le séjour à Berlin et ensuite le séjour dans ce tout petit village du Brandebourg, qui se situe à une centaine de kilomètres au nord de Berlin, au nord-est de Berlin, dans lequel il avait été recueilli et mis à l'abri en attendant par ce fonctionnaire qu'il appelle Arras dans le roman, ceci en attendant que la situation soit meilleure, enfin de pouvoir passer. Étant entendu que ce qu'il voulait à ce moment-là, c'était se rapprocher le plus possible de la frontière danoise, puisqu'il avait placé de l'argent au Danemark, pensant que ça resterait un pays neutre ou un pays vivable, et son désir était d'arriver à franchir la frontière au Danemark. Nord, Céline et ses compagnons d'infortune, sa femme Lily, l'acteur Le Vigan, le chat Bébert, sont envoyés à 100 km de la capitale, à Zornhof, dans une immense propriété régie par un fou. À l'est, la plaine s'étend jusqu'à l'Oural. Et autour des 4 Français, car Bébert compte bien pour un Français, vit une famille shakespearienne dans un pays habité par des Polonais, des prostituées berlinoises et des objecteurs de conscience, tous gras et robustes, auxquels le Reich fait fabriquer des cercueils. Céline se veut chroniqueur, mais il décrit l'Allemagne de la débâcle comme Dante visitait les cercles de son enfer. Donc, pendant toute la fin de Nord, il essaye de rejoindre le port de la mer Baltique qui avant la guerre avait une liaison avec la côte danoise, c'est-à-dire le port de Rostock. Et Nord se termine au moment où on lui donne enfin un permis lui permettant de rejoindre Rostock. Est-ce qu'il existe vraiment un village qui s'appelle Zornhof? Il existe réellement un village, il ne s'appelle pas Zornhof, parce que ça fait partie des noms qui ont été modifiés après le procès. Il y a eu un procès intenté par les tribunaux, devant les tribunaux allemands par celle qui, dans le roman, est maintenant appelée Isis von Leyden, et qui a fait valoir que on pouvait très aisément reconnaître dans la première version, dans le premier texte, étant donné que son nom était à peine modifié, il y avait juste une lettre de différence dans son nom, et qu'on pouvait facilement l'identifier aussi à cause du nom du village, qui était en réalité un tout petit hameau, donc elle était facilement identifiable. Et étant donné qu'elle a obtenu gain de cause devant le tribunal allemand, on a été amené à modifier son nom à elle, naturellement, quelques noms propres qui également risquaient de faire naître les mêmes difficultés, et les noms locaux qui étaient identifiables. C'est-à-dire que les 2 noms actuels de Zornhof et de Morbourg sont 2 noms inventés, ce sont 2 noms qui sont mis à la place des noms authentiques. Quant au personnage, enfin, il y a quand même certainement une invention. Enfin, ce personnage du Rittmeister paraît assez incroyable. Oui, il y a une invention extrêmement considérable, une transposition qui va toujours en un sens dans la même direction, c'est-à-dire que Céline donne pour réel pour arriver ce qu'il pense pouvoir arriver, c'est-à-dire qu'à partir d'une impression que lui fait un personnage, il en tire une image du personnage qui est une espèce de réalisation de ce qui était à l'état de virtualité ou d'impression. Et bien sûr, dans le détail, la dame en question, qui habitait Berlin au moment du procès, n'a pas eu de difficulté à montrer que
jamais son beau-père n'avait fait ceci, n'avait fait cela, a pu apporter des témoignages, enfin. Mais il reste que il s'agit, disons, d'une manière de pousser à bout des choses qui existaient dans la réalité à l'état latent. C'est à peu près dans ce sens-là que font les choses. C'est Jean-Pierre Joris qui dit les textes de Céline. Il y a un travail toujours en fait, qui n'est pas perceptible quand on écoute une émission de radio et qui se fait en studio, de même que d'ailleurs Céline parle du travail de l'écrivain qui n'est pas perceptible pour ce passager, ce voyageur qui est le lecteur. Et ce travail a été à certains moments presque difficile. Enfin, il y a eu des conflits entre la voix de l'acteur et ce texte qui pourtant a une allure parlée, enfin qui est issu, semble-t-il, du langage parlé. Oui, elle a une allure parlée. C'est un peu comme ce que nous disions tout à l'heure de la vérité des événements historiques, c'est-à-dire qu'elle a une allure parlée au second degré. Hein, elle n'est pas du tout une langue parlée, elle est tout autre chose qu'une langue parlée, mais elle vise à donner l'effet d'une langue parlée. Et Céline a très souvent employé diverses comparaisons. En particulier, il en avait une à laquelle il revient très fréquemment sur ce point-là, c'est celle du bâton qu'on plonge dans l'eau. Vous savez, dans les Écritures, il est écrit au commencement était le verbe. Non, au commencement était l'émotion. Alors, le verbe est venu ensuite pour remplacer l'émotion, comme le trot remplace le galop, n'est-ce pas? Alors que l'animal naturel du cheval est le galop, et pas le trot. On il faut avoir le trot. Ben, on a fait à l'homme, on l'a sorti de la poésie émotive pour entrer dans la dialectique, c'est-à-dire le bafouillage, n'est-ce pas? La dialectique. Ou les idées. Mais les idées, rien n'est plus vulgaire. Les encyclopédies sont pleines d'idées. Il y en a 40 pages, 40 volumes énormes, n'est-ce pas? Remplis d'idées, très bonnes d'ailleurs, excellentes, qui ont fait leur temps. Mais ce n'est pas la question, ce n'est pas mon domaine. Les idées, les messages, je ne suis pas un homme à message, je ne suis pas un homme à idées. Je suis un homme à style. Alors le style, tout le monde s'arrête devant, n'est-ce pas? Personne n'y vient, c'est un boulot très dur, n'est-ce pas? Il consiste à prendre les phrases, je vous disais, en les sortant de l'organ. Ou si une autre image, je cherche de savoir, si vous prenez un bâton et vous le faire paraître droit dans l'eau, vous allez le courber d'abord, parce que la réfraction fait que si vous mettez ma canne dans l'eau, elle a l'air d'être cassée, n'est-ce pas? Il faut la casser avant de la plonger dans l'eau. Alors c'est un boulot, n'est-ce pas? C'est un vrai travail, c'est le vrai travail du styliste. L'idée étant que il veut arriver précisément à donner l'impression du langage parlé, et plus exactement, il a des images. Par exemple, il dit qu'il voudrait que le lecteur ait l'impression qu'on lui parle à lui personnellement, qu'on lui ait une espèce de discours qui s'adresse à lui très intimement. Enfin, précisément, son travail, c'est d'arriver à faire cette brisure ou cette cassure préalable. Quant à la lecture à haute voix, alors, il y a là-dessus des témoignages un peu divergents de sa part. D'une part, il lui est arrivé de dire que ces textes n'étaient pas faits pour être lus à haute voix. Et il y a une lettre à Roger Nimier dans laquelle il dit si vous commencez à lire mes textes à haute voix, autant prendre du Bossuet. Et d'autre part, il y a des témoignages nombreux et convergents qui montrent que lui-même prenait plaisir à lire ces textes à haute voix. Et d'ailleurs, dans son travail, il avait une secrétaire à laquelle il lisait les textes à haute voix et qui se rappelle, elle, ces lectures comme de grands moments. Et manifestement, le stade de la lecture à haute voix devant quelqu'un qui lui renvoyait l'écho n'était pas du tout un stade indifférent pour lui. Enfin, il avait besoin de cela pour que son texte prenne la consistance qu'il voulait lui pouvoir prendre. Jean-Pierre Joris, je dois te dire que c'est pas du tout par hasard, enfin, que je t'ai demandé de lire du Céline. Une idée peut-être pas claire, mais il me semble qu'il y avait quelque chose de Céline. Oui, une petite... Quelque chose comme ça, oui. Oui, bon, il y a l'écrivain, bon, puis moi je suis un comédien, donc je lis des textes, oui, c'est vrai, il y a quelque chose entre Céline et moi, oui. J'ai pas beaucoup lu dans ma vie, mais ce que j'appelle lire, c'est avoir lu l'œuvre d'un homme et de la relire. Il suffit comme ça d'avoir 2-3 œuvres dans sa vie, je crois que ça suffit.
Alors, j'ai lu Céline, oui, c'est vrai. Mais je m'en suis pas vanté. Parce qu'il y a une époque où lire Céline, c'était mal vu. Je me souviens, à l'école, j'avais Céline. Il y avait des livres de Céline. Il paraît qu'il était collaborateur, Céline. Enfin, on dit qu'il était... Oui, il y a eu un contexte politique, mais enfin, disons qu'il commence à être lointain, quoi. Oui, il fallait planquer son Céline, si on avait un Céline. Moi, je faisais pas de politique, j'étais un gosse qui allait à l'école, quoi. J'avais les Céline, on pouvait pas voir grand-chose. J'ai eu Camus plus tard. En tout cas, ce qui m'a semblé, puisque ce texte a été enregistré avant que nous parlions, c'est qu'il y avait un rapport passionnel entre la manière d'écrire de Céline et tes besoins d'acteur et presque un conflit, enfin, une espèce de tension qui naissait en toi du contact avec ce texte. Oui, voilà. Oui, c'est vrai. Pourquoi? Parce que, bon, je suis pas le seul. Il y a un conflit aujourd'hui entre certains hommes et la société. Je dirais des hommes de qualité, d'ailleurs, entre la société d'aujourd'hui et un groupe d'hommes. Bon, je crois que c'était vrai pour Céline aussi. Ce que j'aime dans Céline, c'est la qualité de son mépris. Mais alors, qu'est-ce que tu rejettes? Qu'est-ce qui crée cette tension? Enfin, je parle Mais c'est peut-être parce que j'ai pas de haine, c'est peut-être de l'amour alors, j'en sais rien. Non, mais je veux dire que c'est l'acteur qui se rebelle un peu. J'ai eu du mal à faire entrer en moi cette espèce de passion terrible c'est dur. Cette passion terrible qui est sous le texte, c'est dur à... Mais tu n'aimes pas avoir mal, enfin... Non, je suis pas assez masochiste pour... Mais avoir du mal à faire passer justement par toi, disons, un texte qui s'y refuse un petit peu. C'est peut-être parce que c'est proche de moi alors que je m'y refuse. Oui. Je sais pas, enfin il y a peut-être un problème peut-être là, j'en sais rien. Je suis pas en train de mettre en doute la qualité, l'universalité de Céline comme styliste. Il le dit lui-même dans le disque entendu. Le style c'est autre chose, il faut casser les choses avant.